Donc, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ideas in Science en cette période de confinement due à la crise du Covid-19 pour célébrer cette journée mondiale de la Terre, dont la première édition, je vous le rappelle, remonte à 1970, ça fait 50 ans déjà. Eh bien, nous avons pensé que une série de débats très variés avec de grands spécialistes français dans de nombreux domaines d'expertise pourraient apporter leur éclairage à la réflexion. Cette crise du Covid-19, comme vous le savez, absolument inédite pour les jeunes générations, touche à peu près tous les pays du monde en faisant de très nombreuses victimes. Malheureusement, déjà plus de 2,5 millions de personnes ont été contaminées et plus de 156 000 morts recensés. Et évidemment, ce n'est pas la première crise sanitaire, la première pandémie de l'histoire, mais elle a surpris tout le monde par sa fulgurance, mais également par les impacts des décisions en fait, que les gouvernements, un peu partout sur la planète, ont pris. Aussi, pour bien comprendre quelques-unes des conséquences de cette crise du Covid-19, nous avons pensé qu'il serait utile de faire appel à des experts français dans différents domaines des sciences pour recueillir leurs éclairages. Et on a organisé donc pour cette journée mondiale de la Terre une série de débats avec 7 thèmes. Le nouveau thème abordé, le thème numéro 4 que l'on aborde maintenant, c'est le thème qui concerne la médecine et les sciences de la vie en général, puisque évidemment la crise est liée à ce fichu virus. Et donc, j'accueille avec grand plaisir trois docteurs, trois spécialistes de médecine. Xavier Emmanuelli, bien connu, parce qu'il a aussi fait beaucoup dans la politique en faveur de la santé pour tous et dans le domaine associatif également. Norbert Gautrin, que vous connaissez peut-être également et qui est notamment eh bien, aux opérations avec SOS Médecins. Et puis Patrick Clairvoy, médecin également et qui a beaucoup travaillé, qui a fait une grande carrière dans la médecine militaire et qui va eh bien, également nous éclairer parce que eh bien, à travers la planète, les virus ou les épidémies ou parfois malheureusement les pandémies eh bien, peuvent se développer et se sont déjà développés. Alors messieurs, merci pour votre temps. Merci pour votre temps très précieux et je vais commencer déjà par une question très classique, peut-être pour Xavier Emmanuel, mais valable aussi pour Norbert Gautrin et pour Patrick Clairvoy. Comment vivez-vous d'abord ce confinement d'un point de vue personnel? Je ne vais pas trop mal, moi. Je suis avec mes livres, j'en ai pour les 25 prochaines années avant d'épuiser mon stock. Et donc, ça va. Puis tout ce que j'avais en retard, j'arrive à le mettre tout doucement à jour. Et puis, je glande. Je travaille sur le téléphone 0800 9 00 00 avec mon équipe. Donc, ça se passe bien. Et puis, il fait beau, je vais sur le balcon. Très bien. Et vous alors, Norbert Gautrin, comment ça se passe pour vous? Moi, je le vis très bien aussi, tout en sachant que c'est peut-être plus facile à vivre selon l'endroit où on est. Hein. Moi, je suis en région parisienne, mais bon, ça va. Ça m'a rapproché de mes 2 derniers fils qui sont finalement à la maison, et donc c'est assez agréable. Et par ailleurs, comme j'ai le grand privilège de ne pas être confiné, puisque je suis médecin et que je vais voir les patients chez eux, je bénéficie d'une ville presque vide, de gens qui ont des comportements un petit peu différents par rapport à l'habitude. Donc, je vis une expérience très intéressante qui fait que je ne me sens pas confiné. Voilà. Et vous, Patrick, alors, Patrick Clairvoy? Je ne vais pas me plaindre. Je suis dans le Midi, j'ai du soleil, j'ai la chance d'habiter dans une résidence particulière avec un jardin et que l'ensemble de ma famille, pour le moment, est préservé par cette pandémie. Mais quand je regarde le fond de mon cœur, je pense que je suis très angoissé. Je suis replongé dans un état de tension comme celui que j'ai pu connaître, par exemple, dans certains moments au Mali ou en Afghanistan. Et c'est ce qui fait que je me mobilise de toutes mes forces à écrire des articles, à essayer de communiquer, parce que j'ai l'idée qu'il faut que moi aussi, maintenant, je jette toutes mes forces dans cette bataille, parce que je voudrais la voir s'arrêter pour tout le monde, pour mes proches bien sûr, mais pour tout le monde aussi. Je vais prendre une métaphore. Quand nous étions en Afghanistan, l'ensemble des forces de l'armée française qui étaient là-bas, on se battait pour qu'il n'y ait pas
sur la France les attentats que nous voyons tous les jours se reproduire à Kaboul et sur les rues. Et nous avons eu le sentiment d'un intense désarroi quand sont survenus, par exemple, les attentats du Bataclan du 13 novembre, du 15 novembre. À Nice. Oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je suis quand même dans un profond sentiment d'inconfort. Je suis heureux parce que je travaille, je suis heureux parce que tous les outils que je sais maîtriser, je peux les mettre en œuvre, mais je suis quand même bien malheureux de cette situation. En tant que médecin, tous de terrain, parce qu'évidemment vous avez beaucoup pratiqué, vous pratiquez encore, on a vu parfois de la médecine de guerre, parfois de la médecine d'urgence avec SOS médecins notamment, peut-être aussi de la médecine plus classique. D'abord, comment expliquez-vous, sans faire de polémique particulièrement, l'idée c'est d'essayer de décrypter les choses, comment expliquez-vous que l'on en soit à arriver en fait à une telle situation de manière aussi rapide. C'est pas la première fois et l'histoire le démontre que l'humanité subit une épidémie puis une pandémie, mais quand même c'est quand même la première fois que ça se propage aussi rapidement, ou en tout cas de mémoire, on va dire de mémoire d'homme vivant. Est-ce que ça tient simplement au fait que le monde est interconnecté et qu'il y ait des centaines de millions de voyageurs maintenant, alors avant le confinement, qui empruntent les grands vecteurs, et notamment le monde aérien, le transport aérien? Est-ce que c'est simplement dû au transport aérien et à l'interconnexion humaine que cette épidémie a été fulgurante? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres facteurs environnementaux, par exemple, comme la pollution? On a parlé de la pollution de l'air et peut-être que le virus pouvait se transporter sur des particules dans l'air. Pardon, qu'est-ce qui parle? Donnez la parole qu'on puisse savoir. Allez-y. Alors Xavier, allez-y, donnez votre avis. C'est un avis de bon sens parce que j'ai pas de connaissances particulières sur les épidémies, mais bien entendu l'interconnexion elle joue un grand rôle. Les gens voyagent, vont, viennent. C'est une grande fluidité de voyage. D'ailleurs, une circulation des personnes, des biens à toute allure, c'est un facteur vraiment favorisant. La deuxième chose, ça se serait passé il y a 300 ans, comme par exemple ou 200 ans, quand le choléra est arrivé à Paris au début du 19e siècle, il y avait une sorte de résignation. On ne savait pas grand-chose, les gens mouraient, on accusait les étrangers, les nomades, les juifs d'empoisonner les fontaines, mais on n'avait pas de documents et on était passif. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'on essaye de comprendre et on veut être actif et on veut avoir des moyens de lutter. C'est-à-dire, on n'est plus dans la position de nos ancêtres qui attendaient que ça cesse en faisant de la quarantaine, en trouvant des bonnes volontés pour ramasser les morts et garder les blessés. Mais on attendait que ça se passe. On était passif face à la destinée. Dans notre époque contemporaine, on comprend que c'est les voyages d'un bout à l'autre de la planète, instantanés, et on veut être actif. Et donc c'est ça la grande différence. On veut trouver des explications. Ça n'est plus une fatalité divine, c'est l'explication. Alors, dire que c'est la pollution, ceci ou cela, là, vraiment, pour moi, incompétent, je ne sais pas répondre. Non, je crois qu'on est tombé sur un ennemi inconnu et d'une virulence extrême, qui était d'ailleurs annoncé, comme je crois que chacun d'entre nous l'a vu, en pensant que ça datait d'il y a 15 jours et ça datait d'il y a 5 ans. Bill Gates expliquant que finalement, l'ennemi aujourd'hui, c'était les virus. On a, effectivement, c'est les voyages, je pense, qui participent de cette extrêmement rapide diffusion. Parce que, par exemple, si on prend un virus tout aussi virulent qui est Ebola, voire plus virulent, comme c'est survenu dans une région d'Afrique où personne ne voyage, en fait, on a réussi à le circonscrire d'une certaine manière, même si la guerre n'est pas gagnée, parce que régulièrement, il y a des résurgences. Mais là, c'était dans une région très industrielle,
nos pays, la France et toute l'Europe a souvent des usines dans la région de Wuhan, et donc des gens qui voyagent en permanence, qui vont, qui viennent, des Chinois, mais aussi des Européens, etc., des Américains. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça s'est, je pense, diffusé à cette vitesse. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est de voir les deux bateaux sur lesquels il y a eu ce virus, qui sont le bateau japonais et puis le Charles de Gaulle, sur lesquels on s'aperçoit que probablement ce virus est extrêmement contagieux de par simplement la climatisation qui le transporte et qui le diffuse, etc. Donc, on est devant un ennemi inconnu qui est extrêmement virulent, et c'est vrai que la liberté de voyager, de circuler, etc., fait que dans des régions extrêmement peuplées, fait que voilà, on est devant quelque chose d'extrêmement rapide. On nous parle d'un hypothétique vaccin qui pourrait arriver dans les mois ou dans les années à venir, mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, on ne connaît pas, nous, le mécanisme des virus, je dis le grand public en général. Pourquoi pourrions-nous avoir un vaccin pour ce virus-là alors que ça fait 30 ans, par exemple, que des milliers de chercheurs travaillent et qu'on a investi énormément d'argent un peu partout dans le monde sur un autre virus qui est le virus du sida et par exemple, ce virus-là, il n'y a toujours pas de vaccin. Alors, on a évidemment trouvé des antiviraux pour aider à lutter une fois le virus absorbé par le corps. Mais on n'a toujours pas de vaccin préventif pour le virus du sida. Pourquoi là, on aurait un vaccin? Il ne faut pas interroger la référence pasteurienne. Parce que, autant que je me souviens, Pasteur, quand il a découvert les microbes, il disait bien, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et c'est ce qui est en arrière-plan. Comment se défend l'organisme. Et donc, peut-être le modèle Pasteur devrait être étudié pour les virus, pour savoir, c'est pas tellement la virulence du virus, ou plus l'agressivité du virus, mais c'est plutôt la réaction du corps par rapport à cet étranger qui arrive. Et il me semble que ce qu'on sait par exemple, quand on a une infection bactérienne, quand il arrive dans le corps, c'est très bon signe d'avoir des anticorps. On dit, ça va, il y a des gens. Pour le sida, quand il y avait des anticorps, c'était très mauvais signe. Ça veut dire que tu l'as rencontré, puis c'est bien pour toi. Et je me demande si des gens s'interrogent en disant, il y a des anticorps de défense, mais il y a des anticorps qui agressent. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir sur notre modèle pasteurien qui est en train de montrer sa mutation, je veux dire, par rapport aux nouveaux problèmes posés par ces virus. On est arrivé à tordre le cou aux bactéries, mais les virus, ça leur a permis de monter et de s'exprimer. Et ça, on n'a pas trop l'habitude, parce que les gens mouraient avant. Je vais prolonger la réflexion de Xavier Emmanuelli sur ce champ qui passionne les chercheurs et qui passionne aussi les psychiatres, qui est ce qu'on appelle la relation hôte-pathogène. La relation hôte-pathogène, c'est pas tellement l'animal qui est arrivé dans le corps, si je puis dire, qui crée la maladie. La maladie, c'est ce qui se produit quand l'animal rencontre le corps. Et il y a une énigme qui est soulevée dans Dr. Nock avec beaucoup d'humour, mais qui est passionnante pour nous. C'est ce qu'on appelle par exemple les porteurs sains. Il y a des gens qui peuvent contracter le microbe et qui ne feront jamais la maladie. Et puisque vous parliez du sida, on a identifié aujourd'hui des natures tissulaires particulières qui faisaient que des gens, quelles que soient les contaminations auxquelles ils étaient exposés, ne développeraient jamais la maladie. C'est extrêmement technique à développer, mais parce que vous disiez que pour le sida, on n'a pas trouvé de vaccin, mais en tous les cas, on a des stratégies antivirales tellement satisfaisantes que des gens ont une vie normale avec une charge virale strictement indétectable. Bon, mais il a fallu du temps et l'épidémie de sida a fait des milliers de morts. Mais dans ce qui nous arrive par rapport au Covid, l'une des choses que j'observe et qui crée un désarroi profond qu'on n'arrive pas à nommer, c'est la faillite de notre système. Ce système qui nous offrait
une protection formidable. Ces campagnes vaccinales qui ont fait que déjà pendant des décennies, nous n'avons pas connu de grande épidémie comme celle de la grippe espagnole, par exemple. C'est ce système de santé que nous avons avec le soin immédiat nous a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que là où nous sommes devenus très performants pour traiter une infection, nous avons complètement abandonné quelque chose qui est l'attention au collectif de notre santé, ce qu'on appelle la santé publique. Et là, je pense que je vais vous faire plaisir, Xavier Emmanueli, quand vous qui êtes attentifs au collectif, à la force du collectif, nous avons abandonné progressivement l'idée que nous avions tous, nous individus, une responsabilité dans la santé collective, dans la santé publique. Et l'un des effets que j'espère dans les réactions à cette pandémie, c'est que nous allons recalculer la façon dont nous pensons la santé collective. Et ne fût-ce que par exemple, ce confinement, il va se prolonger par un déconfinement dans lequel on nous demandera à tous d'adopter des postures préventives. Eh bien, ça va être une révolution psychologique parce que nous allons tous avoir à penser, si je ne fais pas attention, je peux être la personne qui va contaminer quelqu'un parce que je ne sais pas si je suis porteur ou pas. Et donc, il va y avoir à repenser la santé publique de la même manière que toi, Xavier, tu as repensé, par exemple, la médecine pour les plus démunis, ou aujourd'hui, avec le numéro de téléphone, l'accès à l'écoute pour les plus démunis. Je peux enchérir là-dessus parce qu'en fait, on assistait par rapport à la vaccination à des refus de vaccination d'une partie de la population qui effectivement ne se rendait pas compte que refuser de se vacciner, c'est être potentiellement un porteur, précisément souvent un porteur sain, qui va réactiver la maladie, et c'était le problème par exemple de la rougeole. Et donc, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui peut générer une solidarité parce que le problème est maintenant assez clairement expliqué, que si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, barrières, vaccination, etc., vous pouvez être un agent contaminateur. Voilà, je pense que, et peut-être que ça donnera une réflexion plus générale sur la vaccination et son intérêt collectif. Je voudrais profiter de la présence de Patrick Clairvoy pour dire que cette étrange époque, finalement, où tout est arrêté, il n'y avait que dans les livres de science-fiction qu'on pourrait dire on arrête tout, et des rues désertes de toutes les grandes capitales, c'est un territoire inconnu. On n'avait jamais vu ça. Depuis l'histoire de la sociologie, on n'a pas arrêté le temps. Et là, personne ne peut décrire, personne ne le décrit, ce qui se passe. On dit oui, on vous donne une date limite où vous allez ressusciter le 10 mai. J'ai quelques doutes. Et les préconisations d'être confiné, d'avoir des gestes barrières, de se balader avec des masques, ça sera une autre sociologie, avec d'autres rituels et d'autres symboliques qu'on n'a jamais encore utilisés. Et donc, on est dans l'inconnu, et c'est extrêmement anxiogène. Tout le monde est dans l'inconnu. Et la parole des experts, elle est changeante. Et de même que les traitements, quand les gens tombent malades, on leur donne différents traitements, on dit ça peut être très grave, pas grave, insignifiant. Les experts, leur parole n'est pas comprise. Je ne parle pas des politiques parce que c'est tellement lamentable les phases par lesquelles on a passé. Moi, j'ai eu pas directement, mais il y a quelqu'un qui m'a servi de repère qui était Patrick Lagadec et qui disait la gestion de la crise et la gestion de la communication. Ça pouvait donner une boussole. On a fait l'inverse de ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est extrêmement anxiogène. Non seulement on est dans le chaos, dans le tohu-bohu d'une situation jamais encore expérimentée, en plus on est confiné. On est confiné, livré à nos propres ressources, qui peuvent être de l'anxiété, de la violence, de la dépression. Et donc, c'est pour ça que tu disais, Patrick, qu'il fallait donner la parole aux gens pour qu'au moins ils sortent ça.
et qu'on puisse mettre des mots sur cette angoisse. C'est pour ça qu'on a créé le numéro de téléphone, où pour les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, qui puissent parler, qui puissent dire. Vous savez, quand on commence à parler, on peut mettre des mots. Mais là, on est dans la nuit obscure. On est à un moment de nuit obscure. Et c'est très difficile. Et ça pèse sur l'humanité. C'est plus qu'un syndrome post-traumatique. C'est plus qu'un confinement. C'est quelque chose d'inconnu, jamais expérimenté par l'humanité. Mais c'est fascinant quand même. On va aller, on va découvrir, on va marcher, on va apprendre en marchant, mais au prix du sang. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on devienne tous responsables de notre prochain. Ce que je peux dire, c'est que de façon étonnante, alors d'abord, ça valide le SOS confinement que tu as mis en place, Xavier, c'est que les gens ont avant tout besoin de parler. Lorsqu'on voit un patient qui a manifestement des symptômes, et ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que les symptômes évoluent, il y en a des nouveaux, encore récemment, les signes neurologiques qui n'étaient pas connus sont apparus, etc. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand vous dites aux gens simplement la vérité, c'est-à-dire vous leur expliquez que probablement ils ont le virus, mais que vous leur expliquez très clairement tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer, la manière dont ça va se dérouler, etc. Cette certitude, enfin, avec toutes les inconnues possibles, hein, les aggravations à tel jour, etc. Mais quand ils ont bien compris que c'est à tel jour que ça peut s'aggraver, etc., les gens sont, étonnamment, extrêmement rassurés. C'est-à-dire qu'enfin, il y a quelque chose qui est clair, simple, assez précis. Si ça peut s'aggraver, c'est entre le 7e et le 10e jour. Après, il y a toutes les raisons pour que ça aille mieux. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est, finalement, les gens sont abreuvés de choses qui vont dans tous les sens. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est clair, qui est clairement exprimé, les gens sont étonnamment extrêmement rassurés. Enfin, moi, je suis tout à fait étonné parce que ça se reproduit tous les jours, beaucoup de fois, et ça marche très bien. Je veux dire, il faut être clair avec eux, il faut bien leur expliquer les choses, et d'un seul coup, ils sont infiniment moins angoissés. Je pense que c'est Patrick qui va pouvoir nous répondre, lui qui a été militaire une partie de sa vie. Et donc, quand les gens ont un bon guide, un bon berger, on peut les amener où on veut. Ah ben Quand oui, les gens... il y a un aspect fondamental qui est celui du leadership. C'est une alchimie très délicate, le leadership, on ne sait jamais. Mais on s'aperçoit que ceux qui ont été les plus rassurants sont souvent des figures qui sont, allez, entrées dans le troisième âge. On prend Winston Churchill, on prend Clémenceau, par exemple. C'est-à-dire que oui, on est aussi rassuré quand une figure paternelle prend la parole. Ça a été très étudié par les anglo-saxons et j'étais dans un groupe de travail OTAN qui travaillait là-dessus. C'est un mélange d'autorité, mais en même temps de sensibilité, c'est-à-dire de préoccupation attentive de l'état dans lequel se trouve chacun. C'est quelqu'un qui est avec beaucoup d'humilité et qui a la capacité de dire il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, mais dès que j'aurai cette connaissance, sachez que je prendrai cette décision. Le leadership, c'est la capacité aussi de dire voilà ce que je sais, mais voilà encore ce que je ne sais pas. Et c'est la capacité de dire je parlerai régulièrement, je prends De Gaulle à Radio Londres, je parlerai tous les jours à la même heure. Et voilà quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi la parole est importante et aussi pourquoi l'écoute? Je dis l'écoute parce que je reviens un peu sur le numéro de téléphone vert que tu as mis en place. Quand la parole est absente et quand l'écoute est absente, c'est à ce moment-là que surgissent ce qu'on appelle les passages à l'acte. C'est-à-dire que là où les gens n'ont pas pu parler, c'est dans l'expression motrice que les gens vont s'exprimer. Et moi, je suis assez inquiet parce que nous sommes fragiles de ce côté-là. Coup sur coup, en l'espace de 2 années, il y a eu ce qu'on appelait la crise des Gilets jaunes, puis il y a eu les très grands processus de grève de fin d'année. Et si on regarde sociologiquement
ce qui anime ces mouvements collectifs, c'est la sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, ou en tous les cas de ne pas avoir eu les mots qu'on avait besoin d'entendre à un moment donné ou à un autre. Et quelque part, il faut être très attentif aujourd'hui, deux choses. Bien évidemment, comme tu le proposes, Xavier Emmanueli, il faut offrir aux gens de l'écoute. Et ça, c'était très important de mettre ce système en place et maintenant de faire connaître l'existence de ce système. Mais deuxième point, il faut qu'il y ait aussi une voix. Je suis désolé, je vais prendre encore l'exemple de De Gaulle et de la Deuxième Guerre mondiale, mais une voix qui parlait régulièrement, ça a, comment dirais-je, donné une espérance. Et il est très probable qu'on ait besoin. Alors, est-ce que ça va être ce médiateur, enfin, celui qui travaille sur le déconfinement, Castex, je crois le nom de cette personne, qui va tenir cette place-là, je ne sais pas. Mais il faut quelqu'un qui nous parle tous les jours et qui nous donne de l'espérance. Le problème des journaux télévisés, c'est qu'on a le sentiment que c'est un empilement de remise en cause. Oui, il faut se remettre en cause, mais il faut aussi proposer des solutions. Et il faut aussi, c'est plus important, montrer déjà tous ceux qui ont trouvé des solutions et qui apportent un bénéfice. Moi, je pense je voudrais entendre les maires de chaque commune et dire comment ils réussissent dans chaque commune à faire quelque chose. Ma mère, 88 ans, confinée dans son domicile, eh bien, toutes les semaines, elle va chercher le message que le maire a envoyé à tous ceux qui sont confinés et isolés. Eh bien, voilà une initiative municipale qui mérite d'être diffusée pour que d'autres maires en fassent autant. Et je parle des maires, mais il y a probablement aussi tout le tissu associatif qui compte énormément. Et il serait important qu'il y ait quelque chose qui nous permette que nous entendions ce que font les uns et ce que font les autres à tel endroit et qui marche. Nous avons besoin d'une offre de paroles qui marche. Il faut la télé des bonnes nouvelles, en somme, des bonnes nouvelles et des nouvelles qui fonctionnent, des bonnes idées inspirantes et innovantes. Et on voit bien à la faveur de cette crise, on voit mieux peut-être parce que ça existait déjà, mais tout un ensemble d'initiatives solidaires, astucieuses, qui viennent d'un peu partout, qui viennent parfois de petites PME, parfois de grands industriels, qui viennent de petits artisans. Quand je dis petits, il n'y a pas évidemment rien de péjoratif, hein, ou parfois d'individus simplement lambda, de monsieur et madame tout le monde, qui se prennent par la main et qui effectivement veulent contribuer à la hauteur de leurs possibilités, à faire tantôt des masques maison. En fait, voilà, il nous manque peut-être ce journal des bonnes nouvelles. Avec une certaine ironie, la télé des bonnes nouvelles, elle ne peut pas être la télé des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que cette information, c'est quelque chose qui se vend. C'est une marchandise comme une autre. Et il y a une surenchère dans les informations entre les diffuseurs d'informations pour que l'information soit une belle marchandise. Donc il faut qu'elle soit surprenante, horrible, sexuée, tout ce que vous voulez, mais il n'y aura pas la télé des bonnes nouvelles. Par contre, il y aura en silence, ce que Patrick a dit, et ça se saura de bouche à oreille, des initiatives de bienfaisance comme ça, de gens puissants qui ont la confiance, qui vont répercuter. Moi, je ne crois pas à la télé des bonnes nouvelles. De plus, et pardon de généraliser, mais ce que je crois, c'est qu'à force de vendre ce genre d'informations, on est formaté pour ne voir que ce qui existe déjà. On ne peut pas découvrir l'inconnu avec le formatage de journalistes. Pardonnez-moi si je vous choque, mais j'ai cet exemple. Lorsqu'on a été avec Médecins sans frontières, mon ancienne vie, sur le tremblement de terre de Leninakan, qui est maintenant Goumri. On était des médecins, moi j'y allais en tant que réanimateur,
avec une équipe de néphrologues. On voulait faire du rein artificiel pour le Crush syndrome. Bon, bien entendu, c'était utopique, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, enfin, bref. Mais nous, on découvrait une ville ravagée, en ruine, avec des gens qui avaient des syndromes qu'on ne comprenait pas. On ne savait pas comment faire, par quel bout prendre, enfin, et pourtant on était des spécialistes de l'urgence. Mais les journalistes qui étaient avec nous, eux, ils savaient ce qu'il fallait faire. Il fallait chercher le mec qui pelletait dans le vide. C'est-à-dire, ils avaient des automatismes mais qui n'étaient pas adaptés. Ceux qui gueulaient contre les Turcs, contre l'Union soviétique. Eux, ils savaient ce qu'ils allaient chercher. Nous, on ne savait pas. On était dans l'inconnu. Je ne crois pas qu'il y aura jamais une télé des bonnes nouvelles, à moins de changer complètement le mode de distribution et de réception. Dans une société marchande, ce n'est pas possible. Par contre, ce que je crois du terrain, venant à proximité des gens, parce que les gens sont chouettes, ils veulent vivre en paix avec leurs voisins. Et puis, on a mal quand les gens ont mal à côté. Et donc, il y a plein de braves gens. Il y a des pervers, bien entendu, ils sont rares. Mais il y a plein de braves gens. Et ces initiatives qui vont être prises, petit à petit, elles vont être remarquées. C'est ce que je pense. Vous n'aurez jamais les grands médias, parce que ce n'est pas leur rôle, et puis ils ne savent pas faire. Pardon d'être aussi pessimiste. Non, non, mais c'est très louable, c'est très réaliste aussi, peut-être, sûrement, parce que pensez-vous pensez-vous que les choses vont changer en profondeur après cette crise? Qu'est-ce qui pourrait faire que cette crise-là soit différente des autres? Parce que on entend des philosophes qu'il faut que c'est de la bonne occasion, en fait, des philosophes, des économistes, parfois aussi, là, depuis quelques jours, on les entend dire que c'est la bonne opportunité, que c'est la bonne occasion, finalement, que c'est la bonne voie pour changer radicalement le système. Pensez-vous réellement qu'à la faveur du Covid 2019, on change le système d'une façon ou d'une autre? Pardon de reprendre la parole, après je promets, je lâche le micro. J'ai vu un truc qui m'a surpris. Je suis un croyant, il faut que vous le sachiez, mais je crois, j'ai l'espérance. Et le pape François, dit un truc qui m'a surpris, qui va surprendre tout le monde catholique. Il dit, on ne demande pas aux gens de croire en Dieu, on demande la spiritualité. On demande d'être dans l'espérance, on demande d'être dans la transcendance et pas dans l'immanence tout le temps. Et le pape lui-même, qui signe d'une façon ou d'une autre une attaque contre sa propre Église, petit à petit nous indique un chemin de transcendance. Je pense qu'on va changer en profondeur, parce qu'on aura d'autres symboliques. Il faut une symbolique. C'est pour ça que les gens sont si violents quand ils sont confinés à 2, à 3, parce qu'il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de périmètre de fuite, il n'y a pas de représentation imaginaire. Donc c'est à ça qu'on va s'atteler. Et moi, je crois qu'il y aura un profond changement qui ne fera pas du jour au lendemain, mais ça va s'infiltrer. Voilà ce que je crois. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin parce que malheureusement, le temps a passé vite. Nous tenions encore à vous remercier, Xavier Emmanuelli, Norbert Gautrin et Patrick Clairvoy, pour votre éclairage. Merci encore et surtout portez-vous bien et bon confinement et à très bientôt.